je remercie Arnaud Rhin d'avoir accepté cette invitation, voilà, qui est un vrai plaisir et un honneur. On avait eu l'occasion de collaborer ensemble dans le cadre de la revue Esprit déjà, donc dans les différents numéros que vient de citer Anne-Lorraine Bujon, pour avoir apprécié déjà le premier livre que tu avais fait paraître, La politique du merveilleux, qui était consacré au système de John Law. Alors, pourquoi ce livre m'a plu, et le mot est faible, c'est qu'elle se propose d'une certaine manière de réintégrer l'économie dans la culture des humanités, pourrait-on dire. C'est aujourd'hui une affaire d'experts. La politique, en quelque sorte, n'en parle que très peu. La gauche a un certain mépris et reporte toutes ces questions-là sur le plan social et politique. Quant à la droite, elle nous dit « laissez faire, vous n'y connaissez rien, confiez votre argent aux banquiers ». Voilà. Ce qui fait que cette question-là, qui est pourtant majeure, elle nous a été désappropriée. Et qu'il s'agit au fond de la réintégrer dans la culture populaire, de pouvoir parler d'argent sans pudeur, sans mauvaise morale, sans fausse vertu. Et c'est ce que tu proposes. Bon, je vais tutoyer. Non, j'en suis navré. C'est ce que tu proposes dans ce livre, en revenant en quelque sorte à ces différentes tentatives, ces différentes sciences ou arts qui se sont constitués parallèlement à l'émergence de la science économique, qu'on a jusqu'ici considéré comme étant en quelque sorte des étapes vers cette science, de telle sorte qu'on avait toujours une lecture, on va dire, rétrospective, qui consistait au fond à montrer qu'elle n'était que des balbutiements dans l'attente d'une science véritablement constituée. Ici, il s'agit de montrer qu'il y avait des méthodes, des manières de faire, des savoirs qui proposaient de véritables alternatives, des directions autres, hein, et qu'il mérite aujourd'hui de s'en approcher à nouveau. Alors voilà, je l'ai présenté vraiment très globalement. J'aimerais d'abord que tu nous en dises plus sur les raisons qui t'ont motivé à explorer des auteurs, on ne peut pas dire mineurs, mais littéralement inconnus. Vincent de Gournay, on va le voir, l'importance aussi de Carl von Linné, qui n'était pas simplement un naturaliste, mais un physicien économiste. Ça, c'est aussi une des grandes surprises de ton livre. L'abbé Galliani, qui a eu une grande importance en son temps, et d'ailleurs, le style clair qui est le sien pourrait être un exemple dans la manière dont on pourrait reparler d'économie et s'adresser à tous de telle manière d'être compris. Et c'est ce que tu fais. Donc voilà, je te laisse la parole pour nous faire redécouvrir cet univers qui nous est inconnu. Merci Camille pour cette belle introduction et merci à la revue Esprit et à Anne-Lorraine et à toutes et tous pour cette invitation. J'en suis très heureux. Alors, le point de départ, effectivement, de ce livre, c'est l'idée générique selon laquelle on est gouverné par une science qu'on appelle économique, qui est une science d'experts. Qui pose deux problèmes, en fait. Hein. Une science qui pose deux problèmes. D'abord, celle de l'expertise, tu l'as souligné, donc un domaine séparé du savoir qui ne serait pas celui de l'homme du commun, en fait, hein, et qui ne serait pas celui des savoirs vernaculaires de tout un chacun, de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous, sur ce qui fait son rapport aux objets, ce qui fait son rapport au monde. Ça, c'est le premier problème, hein, en fait, qui n'est pas seulement un problème pour l'économie d'ailleurs. Hein. J'y reviens dans la longue conclusion de l'ouvrage, c'est aussi le problème de la plupart des sciences modernes en fait, hein, qui sont des savoirs experts. Et ça, c'est une question qu'il faut interroger en ce début du XXIe siècle. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la science économique, qui est née à la fin du XVIIIe siècle, elle est aussi l'un des fers de lance de ce que l'anthropologue Philippe Descola a appelé l'ontologie naturaliste. L'ontologie naturaliste, c'est l'idée selon laquelle il existerait un grand partage
entre la nature et la culture. C'est qu'il existerait un monde en dehors de nous-mêmes, qui comprendrait les autres créatures vivantes et qui serait appelé nature. Et ce monde qui serait séparé de l'être humain et qu'on appelle nature, eh bien, on pourrait l'utiliser à nos desseins, à nos fins, de manière relativement, je dirais, enfin, on pourrait l'utiliser d'une manière qui satisfasse nos besoins et sans tenir compte de ce que ça va produire sur les autres espèces vivantes. Donc, l'économie politique, elle se construit sur ce grand partage, en fait, hein, entre l'homme et ce qu'on appelle la nature, comme un réservoir dans lequel on va pouvoir venir puiser ce qu'on va appeler, à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, des ressources. Hein. Un terme qui est effectivement très dangereux et un terme avec lequel je souhaite mettre de la distance. Je ne l'utilise qu'avec des guillemets hein, dans le livre. Ressources, les ressources, a priori, ça n'existe pas. Et si la nature n'existe pas, les ressources existent encore moins. Donc, on a ce double problème qui, en ce début de XXIe siècle, d'un côté, les sciences modernes et leur expertise, l'idée selon laquelle on a un savoir expert, et en particulier un savoir expert économique, qui dirige les sociétés humaines, et de l'autre, l'idée selon laquelle on a un homme, un être humain, qui serait en dehors de la nature, qui serait extérieur à une entité séparée, qui serait la nature. Or, ces deux éléments sont précisément remis en cause en ce début de XXIe siècle. D'un côté, l'expertise savante, pas seulement l'expertise économique, elle est de plus en plus sous le feu des critiques. On peut parler des abstentionnistes, qui pensent qu'effectivement, on est dirigé par un savoir expert sur lequel on n'a aucune prise. Il existe une métathéorie qui nous gouverne, et cette métathéorie, c'est l'idée selon laquelle le marché, tempéré par l'intervention de l'État, serait le bon mode de fonctionnement des sociétés humaines. Et on peut penser à la monnaie, on peut penser aux banques centrales, sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Donc un savoir expert a une métathéorie. Je ne parle même pas de libéralisme économique, là. On peut même parler du keynésianisme. Le keynésianisme aussi fait partie de cette métathéorie, sauf qu'on va mettre un peu plus d'État, un peu moins de liberté du commerce. Mais peu importe, finalement. On a toujours cette métathéorie qui nous gouverne, selon laquelle on a des rapports sociaux qui sont médiés par un marché tempéré par l'intervention publique. Donc, ce constat d'expertise qui nous gouverne est de plus en plus critiqué. On a eu en France le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un mouvement social et politique d'une grande force de remise en cause également de ces savoirs experts. On peut regarder tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique autour de la contestation de l'État fédéral. Alors, on peut y voir la montée de l'extrême droite, mais finalement, c'est toujours le même problème qui est sur la table, c'est-à-dire l'idée selon laquelle nous sommes gouvernés par un savoir expert qui nous échappe. Et de l'autre côté, du côté du grand partage nature-culture, on voit des évolutions majeures se produire depuis une trentaine d'années. On donne de plus en plus de droits aux animaux, aux bêtes. Des fleuves, des forêts acquièrent des personnalités juridiques. On est en train de voir ce grand partage entre nature et culture devenir de plus en plus poreux, de plus en plus flou. Avec la prise en compte de la crise climatique, de l'effondrement des espèces vivantes, on est au seuil d'une reconfiguration, vraisemblablement, de notre rapport à ce que nous appelions autrefois la nature, c'est-à-dire les autres espèces vivantes. Et comme le dit Philippe Descola, la nature, c'est probablement un concept qui a fait son temps, et qui n'est probablement plus opérant en ce début du XXIe siècle. Donc ce sont ces deux constats qui m'ont amené à ce livre, en fait, à la volonté de rédiger ce livre. Et c'est d'eux que je pars en introduction, et c'est vers eux que la longue conclusion, là, d'une quarantaine de pages,
qui traite du XXIe siècle, c'est sur ces deux constats qu'elle revient. Et donc, mon hypothèse de départ, c'est que il est probable, possible et même probable, qu'avant la naissance de la science économique, à la fin du XVIIIe siècle, d'autres savoirs de satisfaction des besoins humains étaient disponibles à la grande table des idées, du moins en Occident. Ça serait une autre question dont il faudrait s'emparer un jour, hein, de l'autre, pas seulement de l'Occident, effectivement. Que d'autres savoirs de satisfaction des besoins étaient disponibles en Occident avant la naissance de l'économie politique, et à un moment où ces deux problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés n'étaient pas aussi prégnants. Premièrement, l'expertise économique, qui va commencer avec les physiocrates, dont on va certainement parler dans ce qui suit, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, hein, les précurseurs de la technocratie économique. Hein, il y a des lois, il y a des lois économiques, il faut les appliquer, et le monde ira mieux. Et bien ça, c'est pas quelque chose d'évident au XVIIIe siècle. Les physiocrates, ils vont s'en prendre plein la figure, en fait, hein, en développant cette idée selon laquelle il existerait des lois de l'économie politique, et puis qu'il y aurait une caste d'experts qui devrait imposer ces lois aux souverains. Hein. Et là, la plupart contrairement à ce que l'on croit, hein, l'économie politique, c'est pas imposé à la société de manière facile, et tout n'a pas coulé comme dans une rivière, bien au contraire. Hein. Ils s'en sont pris plein la figure. La plupart des philosophes du XVIIIe siècle ont considéré que c'était une nouvelle religion qu'ils étaient en train de créer, quelque chose d'assez délirant, une sorte de folie presque, hein, qui ne devait pas avoir sa place dans un siècle de lumière. Hein. Tu évoquais l'abbé Galliani. C'est quelqu'un qui va expliquer que il n'est pas possible de créer une économie politique avec des lois naturelles qui devraient s'imposer à la société. Que ça, c'est quelque chose qui est une théologie, en fait, hein, et que ça ne peut pas exister dans un siècle de lumière. Et deuxièmement, sur mon deuxième problème, là, on est au XVIIIe siècle dans une période où l'ontologie naturaliste de Descola, elle progresse. Effectivement, on est dans un monde qui considère de plus en plus qu'il existe une nature faite d'autres créatures vivantes à côté de nous. Mais elle n'est pas partagée par l'ensemble des sociétés, même en Occident. Je ne parle même pas d'autres parties du monde. On a dans les classes paysannes tout un tas de gens qui ne réfléchissent pas comme faisant abstraction des autres créatures vivantes. Ils savent que les interactions entre les créatures vivantes, elles existent et elles ont une importance cruciale sur la manière dont ils vont vivre avec elles. On a même beaucoup de savants, entre guillemets, dont on va parler, ces inconnus dont tu parlais au départ, qui ne sont pas du tout d'accord avec l'idée selon laquelle il y aurait un grand partage entre l'homme d'un côté et les autres créatures. Hein. Un savant comme Carl von Linné, mais bien d'autres, hein, comme Claude Boudet, dont on reparlera certainement, c'est pas quelque chose qui leur parle, puisqu'ils sont dans un autre régime ontologique, comme l'a défini Philippe Descola. Ils sont dans le régime ontologique qu'il appelle l'analogie. C'est-à-dire l'idée selon laquelle les créatures vivantes, elles appartiennent à une grande chaîne des êtres, et ces créatures vivantes, elles sont toutes interdépendantes les unes des autres, à l'intérieur de ce qu'on appelle à l'époque un climat, ce que nous on appellerait un écosystème. Donc, mon hypothèse, c'était, revenons avant la naissance de l'économie politique, ou juste au moment où l'économie politique naît, et elle va se construire sur cette idée de rareté. Il existerait une nature à côté de nous, et dans cette nature, on pourrait puiser un certain nombre de ressources qui sont rares et qui pourraient nous servir à satisfaire nos besoins. Allons à la naissance de cette économie politique, voir s'il n'y a pas d'autres savoirs. Alors,
Science, savoir, là c'est un point effectivement assez important, hein. Les savoirs, ce sont des connaissances qui peuvent être des connaissances vernaculaires, des connaissances de praticiens locaux qui ne sont pas labellisées et labellisables comme savants. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister. Il va falloir insister, effectivement. D'autant plus que il faudrait préciser aussi la chose, parce qu'il y a peut-être une ambiguïté aussi qu'il s'agirait de souligner, de cette science ou de cet art qui s'appuie encore sur les analogies, les similitudes. Et là, ça rappelle évidemment tout le travail de Michel Foucault sur les ruptures épistémologiques. Avec la science économique, on serait passé à une nouvelle épistémée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne s'agit pas de voir dans ces inconnus dont on va parler bientôt... des précurseurs. Voilà, des précurseurs, mais également des rétrogrades. Ça veut dire des personnes qui résisteraient en un sens à l'essor des Lumières, puisque d'une certaine manière, ces sciences elles-mêmes sont nouvelles, c'est-à-dire participent en quelque sorte aussi au progrès des Lumières, ne sont pas extérieures à ces Lumières. Alors c'est plutôt d'abord ça qui m'a séduit. Alors il y a deux sciences ou deux savoirs que tu vas mettre en avant. La science du commerce, qui est issue de l'ars mercatoria. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle mobilise des acteurs, effectivement, des praticiens, des commerçants, des négociants. C'est-à-dire que ceux qui parlent, c'est des navigateurs, c'est ceux qui vont tirer profit de leur voyage, de la manière dont ils marchandent, pour éventuellement d'ailleurs instruire eux-mêmes le gouvernement. Et ça, c'est déjà quelque chose d'inédit, puisqu'on sait à quel point la classe des négociants a été méprisée, et qu'il s'agissait de revaloriser déjà cette catégorie, cette classe marchande. Donc tout ça est quand même nouveau. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est pareil, c'est cette physique économique, donc inspirée de Carl von Linné, en tout cas, que Carl von Linné peut avoir fondé, et qui, de la même manière, n'est pas simplement une reprise de l'aristotélisme. Donc il y a aussi quelque chose qui participe aux Lumières, et n'est pas rétrograde. Donc ça, c'est aussi important de souligner cette... Oui, ça c'est un point absolument fondamental. L'ennemi de ce livre, c'est la téléologie. C'est l'idée selon laquelle on va reconstruire la préhistoire, puis l'histoire d'un savoir, en considérant que ce qui s'est fait avant, ce sont des précurseurs. Alors, précurseurs, rétrogrades. On a toujours lu, effectivement, ces deux sciences dans ces deux oppositions. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la science du commerce, ce serait la préhistoire, les prolégomènes de l'économie politique, parce qu'ils sont gentiment libéraux. Alors j'ai horreur de ces catégories plaquées sur le XVIIIe siècle. Alors effectivement, il y a certains auteurs de la science du commerce qui sont favorables à la liberté du commerce, sous certains aspects, effectivement, mais peu importe. C'est vrai que Vincent de Gournay a dit « laissez faire, laissez passer ». C'est quand même aussi lui à qui on doit la formule. C'est pas tout à fait certain. Alors, c'est pas tout à fait certain. C'est peut-être un marchand qui l'aurait dit à Colbert que quelques décennies auparavant. Donc, effectivement, on les a lus comme d'abord dans la lignée téléologique de précurseurs. Donc, ils n'ont pas tous les outils encore qu'il faudrait pour faire de la vraie science économique. Alors ça, c'est ce que j'ai voulu repousser de toutes mes forces, en disant, mais non, ne parlons pas de l'économie politique, on s'en fiche de l'économie politique. Regardons ce que sont ces savoirs en eux-mêmes, pour eux-mêmes, quelles étaient leurs méthodes et leurs buts propres. Et effectivement, la question du rétrograde, pas du tout. Ces sciences sont pleinement des sciences des Lumières. Et la physique économique ou économique est une science qui naît dans les années 1750-1760 et qui va courir jusqu'au début du XIXe siècle. Donc c'est une science nouvelle, comme l'économie politique. Et effectivement, elle s'appuie sur un certain nombre de savoirs anciens, la physique aristotélicienne, mais évidemment, elle ne rejette en rien la science de son temps. Les Réaumur, tous les savants qui s'occupent d'histoire naturelle en particulier sont pleinement intégrés à la science des Lumières. Donc,
ni l'un ni l'autre, ni précurseur, ni rétrograde, certainement pas. Des savoirs, voire des sciences, qui sont en elles-mêmes et pour elles-mêmes intéressantes pour notre présent. Non, effectivement, parce qu'il y aura donc plusieurs manières d'envisager la chose et de s'en instruire. C'est d'abord ce dont il parle, l'objet dont il est question et qui, au fond, a été dissous en raison même du partage des savoirs, quasiment territorial, puisqu'il va s'agir de penser une économie où la nature et le marché n'est pas dissociable, en partie. Mais ce qui est intéressant également, c'est que ce sont d'autres acteurs que ceux qui vont s'imposer. L'économie, en un sens, est sortie aussi de l'espace juridique. C'était essentiellement des juristes, d'abord, qui sont ensuite devenus des professionnels de l'économie. Mais s'agissant de la science du commerce, Vincent de Gournay est issu d'une famille puissante de négociants et va s'entourer aussi de négociants. Quant à la physique économique, Van Linné est naturaliste, mais il y aura des botanistes, et on va voir aussi l'importance de la botanie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire autant de savoir qui n'était pas en un sens d'abord évident lorsqu'il était question d'économie. Et pourtant, ils nous disent, c'est aussi notre affaire. Alors, tout à fait, c'est la nature, dans un sens, qui est problématique, parce que c'est une notion probablement hybride. C'est-à-dire qui a arrangé tout le monde à ce moment-là. Elle a arrangé, on va dire, la science physique en cours, qui pouvait réduire cette nature à une matière passive, comme tu l'as dit, sur laquelle on pouvait faire ce que nous voulions, corvéable à merci, et en même temps, elle plaisait aux théologiens, puisque c'était aussi la nature, la création, etc. C'est une notion hybride qui a arrangé tout le monde. Mais en fond, si on la décomposait, on verrait bien qu'elle n'est que... Elle reste en partie artificielle. Donc, j'aimerais que... Alors, je ne sais pas si on peut décomposer, parce que ces deux savoirs-là dont tu parles, on peut commencer par la science du commerce, sachant que la physique économique ou l'économie, on va réserver l'explication à plus tard, pourquoi il y avait d'abord un O flanqué sur le E, un E dans l'eau, avant qu'on le supprime, ce O, pour ne garder que le terme d'économie. Mais s'agissant de la science du commerce. Oui, alors ces deux sciences, sciences du commerce et physique économique, ce qui les rassemble, c'est leur analyse territoriale, et située et locale. Toutes deux résonnent sur ce qu'ils appellent des climats, ce que nous on appellerait des écosystèmes locaux. Alors la science du commerce, on peut la faire remonter à ce qu'on appelle l'ars mercatoria, c'est-à-dire l'art des marchands du XVIIe siècle, qui est une sorte de géographie commerciale, d'abord de langue anglaise, avec l'émergence du commerce transatlantique en particulier. Les grands négociants anglais vont avoir besoin de connaissances géographiques et de connaissances territoriales de l'espace dans lequel ils travaillent. Et donc on va voir tout un tas de manuels apparaître qui vont expliquer finalement aux grands négociants anglais qu'est-ce qui se trouve dans les Carolines, qu'est-ce qui se trouve en Virginie, quel est le climat au sens générique du terme, les précipitations, les températures, les fleuves, quel type de végétation on y trouve, qu'est-ce qu'on trouve dans ces forêts, qu'est-ce qu'on trouve dans ces fleuves, qu'est-ce qui peut y pousser, quelle est la nature de la terre, quelle est la nature du sol, de l'air, etc., etc. Toutes ces connaissances vont être réunies dans des manuels marchands qui vont progressivement devenir des best-sellers du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, et qui vont commencer progressivement à produire des abstractions. Alors, certainement pas des lois naturelles ou certainement pas des lois économiques, mais quelques abstractions sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire comme type de commerce, comme type de négoce avec tel ou tel climat. Et est-ce qu'on peut en tirer quelques régularités pour les grands négociants?
C'est une science, cette ars mercatoria, qui va devenir la science du commerce, c'est une science profondément descriptive. C'est une science profondément descriptive. On va d'abord décrire les territoires en question. Quels sont leurs climats? Qu'est-ce qui peut être négocié? Et ça, c'est très proche de la science générique des Lumières. En particulier celle d'un Buffon, le fameux naturaliste, où il s'agit en fait de faire science en faisant de la description et de la comparaison. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la majeure partie des sciences des Lumières. Et un philosophe comme Diderot, dans les années 1750, il défend l'idée que la science, c'est ça, en fait. Faire de la science, c'est décrire et comparer. Et que la déduction, c'est une très mauvaise méthode de faire de la science. Partir de principes abstraits, c'est une très mauvaise méthode de faire de la science. Et même l'induction, même tenter de produire des généralités à partir de l'expérience, c'est pas une très bonne idée non plus. Donc on croit généralement qu'on va vers une forme d'empirisme, d'induction. Des gens comme Buffon ou Diderot sont assez rétifs même à l'induction, en fait. La science, c'est d'abord d'écrire. Et là, on pense immédiatement à Bruno Latour. Évidemment. Qu'est-ce que ça doit être, la science au XXIe siècle? C'est d'abord une science de description. De quoi nous dépendons et qu'est-ce qui dépend de nous? Et je crois que là, on gagne très vivement à revenir à cette science descriptive et comparative du milieu du XVIIIe siècle. Donc la science du commerce, c'est d'abord une description de ce qui est, de ses climats, de ce qui se négocie. Ça entre en écho avec cette science comparative et descriptive de l'histoire naturelle française en particulier. Et elle va trouver sa véritable expression dans la France des années 1750, avec un cercle de jeunes hommes de lettres. Il n'y a pas de femmes dans ce cercle, contrairement à la physiocratie, où on aura quelques années plus tard quelques femmes qui seront cette fois intégrées à la construction de ce savoir expert. Donc un cercle d'hommes de lettres qui est rassemblé par Jacques Vincent. Jacques Vincent qui va prendre le patronyme de Gournay lorsque son ancien associé de Cadix va mourir. Jacques Vincent, c'est un négociant issu d'une puissante famille de Saint-Malo qui va passer 20 années à Cadix, en Espagne, voir, comme l'a dit Turgot, le célèbre économiste et ministre de Louis XVI, voir le plus grand commerce de la Terre. Puisque Cadix, à l'époque, c'est la porte de l'Empire espagnol. Donc en théorie, tout ce qui entre dans l'Empire espagnol doit passer par Cadix, donc en particulier le textile et un certain nombre d'objets manufacturés, hors contrebande, évidemment, qui est massive, et tout ce qui arrive de l'Empire espagnol doit arriver à Cadix. C'est-à-dire ce qu'on appelle les fruits des Indes. Alors les fruits des Indes, c'est évidemment l'indigo, pour teindre en bleu, la cochenille pour teindre en rouge, et bien sûr les piastres d'argent, et un peu d'or. Et puis, bon, progressivement, le café, le cacao, le tabac, le coton bientôt. Jacques Vincent, à Cadix, il est à la tête d'une des plus puissantes maisons de commerce de la place, et il va commercer pendant une vingtaine d'années, en particulier les piastres d'argent et la cochenille, c'est-à-dire ce qui rapporte le plus. Et on va le voir dans sa correspondance marchande avec une maison de Marseille en particulier, on va le voir finalement progressivement produire un savoir vernaculaire, venu de sa pratique, et on va le voir commencer à essayer de le théoriser, un petit peu. Comment est-ce qu'on peut interagir avec la puissance publique? Comment est-ce qu'on peut interagir avec la marine royale, en particulier? Parce que, effectivement, il se rend compte qu'on ne peut pas faire du commerce sans la puissance publique, et en particulier sans les marines de guerre, puisque dans les conflits permanents dans lesquels les monarchies européennes sont prises, eh bien, il y a toujours besoin, finalement, de la puissance militaire pour commercer. Et ça, il en gardera quelque chose lorsqu'il va créer son cercle. Alors, ensuite, il est rappelé à Paris par le ministre Maurepas, qui va s'en servir en gros comme agent d'intelligence, on dirait un peu comme espion, en Hollande et en Angleterre.
Il va mener des opérations mi-publiques, mi-privées pour le compte du ministère et pour son propre compte. Et puis, arrivé à Paris, à la fin des années 1740, début des années 1750, il va créer, étant devenu intendant du commerce, c'est-à-dire un haut fonctionnaire, si on veut, de la monarchie. Enfin, le fonctionnaire, ça n'existe pas dans l'Ancien Régime, mais un haut administrateur de la monarchie française, il va réunir autour de lui un cercle de jeunes hommes de lettres. Et ces jeunes hommes de lettres, ils vont commencer à publier sur ce qu'on appelle les affaires de commerce, et ils vont vraiment développer ce que eux vont appeler la science du commerce. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette science, elle est d'abord et avant tout descriptive, là encore. Et ces jeunes hommes de lettres, ils vont publier des ouvrages qui, pour la plupart, ne sont pas de leur plume, ou pas seulement de leur plume. Et c'est ça c'est le premier truc intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont traduire des ouvrages anglais et espagnols en particulier, qui sont très souvent des descriptions vernaculaires de certaines parties du monde, dans lesquelles on va, là encore, nous expliquer ce que sont les climats, ce que sont les objets à commercer, etc., etc. Et à partir de là, ils vont construire une pensée par strates. Une pensée par strates qui s'appuie sur des connaissances vernaculaires, celles de marchands, celles de négociants, celles de voyageurs, celles de fermiers, et qu'ils vont le plus souvent traduire. En les traduisant, ils vont créer un appareil de notes contradictoires. Ils vont aussi pratiquer du collage de textes, c'est-à-dire coller plusieurs textes qui disent des choses complètement contradictoires sur un sujet. Par exemple, les toiles peintes, les fameuses indiennes qui étaient soit importées de la péninsule indienne, ces superbes textiles dont vous avez peut-être vu des reproductions, ou dans certains musées des pièces rares. Faut-il les produire dans le royaume de France? Faut-il les importer? Faut-il les copier, etc., etc. Les auteurs de la science du commerce, alors auteur, le terme est un problème, justement, les savants de la science du commerce vont faire du collage de textes où ils vont mettre ensemble un texte favorable à la liberté du commerce de ce type de textile, un autre contre, un autre plus ou moins mitigé, sans conclusion. Et en introduction, en nous disant, ben voilà, il y a plusieurs types d'opinions sur ce sujet, et ce sera au lecteur de se faire son propre jugement, finalement. Et ça, c'est un point très important de la science du commerce. Description des lieux, description des écosystèmes, description de ce qui peut être commercé, dialogisme, au sens que donnait à ce terme le grand théoricien de la littérature du XXe siècle, le russe Mikhail Bakhtin, c'est-à-dire des discours en concurrence à l'intérieur d'un même texte, des voix différentes. C'est dans sa grande étude sur Dostoïevski qu'il explique comment, finalement, il y a des voix concurrentes dans certains ouvrages, avec aucune voix qui domine, et donc c'est au lecteur de se faire son opinion sur ce qu'il doit penser de tout cela. Eh bien, les auteurs de la science du commerce, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas, ben voilà, l'économie c'est ça, il y aurait des lois qu'il faudrait appliquer. Non, ils nous disent, ben voilà, il y a plusieurs possibilités, et ce sera à vous, lecteurs, finalement, d'en tirer une conclusion. Et donc description, savoir vernaculaire, dialogisme. Et langage également simple. Il théorise, il y a un auteur célèbre du cercle de Gournay, qui s'appelle François Véron de Forbonnais, qui est lui aussi un ancien négociant, de moindre envergure que Gournay, mais lui aussi un ancien négociant, qui explique que il ne faut pas jargonner, en gros. Il ne faut pas jargonner parce que la science du commerce, elle doit s'adresser à tout le monde. Et il le dit explicitement. C'est-à-dire que c'est une science qui doit être faite pour tout le monde et pour chacun. Tous ceux qui savent lire, dit-il. L'idée étant que chacun se fasse son opinion, alors, effectivement. J'ai repris une citation de Forbonnais que tu dis, la matière du commerce appartient à toutes les classes de citoyens. Oui, à toutes les classes de citoyens, absolument. Il n'y a pas de loi économique. Il n'y a pas de principes généraux abstraits qui s'appliquent en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas de principe économique universel. Donc, c'est au lecteur, c'est à toutes les classes de citoyens, de s'emparer de leurs connaissances, de juger par eux-mêmes ce qui, finalement,
pourrait servir à améliorer la condition des sociétés humaines. C'est ça aussi qui m'a particulièrement séduit dans ce livre, c'est que lorsqu'il est question de la science du commerce, il ne s'agit pas simplement de s'intéresser à l'objet lui-même, ce dont il parle, et même de la méthode qui est choisie, descriptive, vernaculaire et comparatiste, mais aussi de la manière même dont cette science se constitue, qui est essentiellement démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce qu'ils disent, mais comment ils le disent et comment ils le font. Donc là, évidemment, c'est très latourien. Il ne s'agit pas de comprendre ce qu'ils disent, mais de les voir concrètement en train de faire leur science. Et on voit effectivement quelque chose de très démocratique. Alors là, pour le coup, une démocratie par le bas, où tout le monde a part à cette constitution par le dialogue, de telle sorte que, comme tu le dis, c'est une œuvre polyphonique où chacun a le droit à la parole. Le plus souvent, ce sont des auteurs qui traduisent des auteurs anglais, qui mélangent leurs propres commentaires en mettant des formes de patchwork. C'est assez étonnant. Voltaire disait, mais on ne sait même plus qui parle et qui dit quoi. Mais pour favoriser justement finalement la démocratie participative au sens strict, dans la manière où chaque opinion, non pas se valent, mais en tout cas doivent être entendues. Et aucune, à la fin, ne doit s'imposer. C'est pour ça que parfois, il y a des dialogues qui n'en sont pas. Puisqu'à la fin, il y a une voix propre, unique, qui est celle de l'auteur, et qui doit servir à réfuter toutes les autres. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais ce qui montre aussi une autre manière de faire de l'économie et d'en parler. Donc, tu es autant attentif à l'objet lui-même qu'à la forme, qu'à la manière même dont peut se constituer une telle science. J'ai été même plus intéressé par la forme que par ce qu'on pourrait qualifier de fond. C'est-à-dire que là, on est dans une logique qui n'est pas celle de l'expertise. Ce qui n'est pas celle de l'expertise savante. Effectivement, on a plein de dialogues qui ne sont pas dialogiques, où on a une voix qui va s'imposer, les physiocrates, ces théoriciens qui vont commencer à peu près dans les mêmes années, à la fin des années 1750, et surtout dans les années 1760 et 1770, qui vont être les premiers à parler d'une science de l'économie politique, qui vont développer les lois naturelles de cette science de l'économie politique, propriété privée inviolable, liberté du commerce généralisée. Ces deux lois qu'ils vont vouloir imposer par le haut et par l'expertise, ils se sont risqués à écrire des dialogues, qui sont tout sauf dialogiques. C'est-à-dire ce sont des catéchismes, en fait. On a un élève qui interroge le maître sur quelles sont les bonnes lois de l'économie politique, et donc ils interrogent en permanence l'expert. La science du commerce, elle ne fait pas du tout ça. Alors, évidemment, elle ne s'appuie pas que sur des savoirs vernaculaires de petits fermiers, de petits marchands. On a affaire à des gens qui sont quand même, la plupart du temps, issus de grandes familles négociantes, mais qui vont parfois aller chercher, comme Forbonnet, dans des journaux qu'il publie, ou dans lesquels il est l'un des rédacteurs principaux, des fermiers. Qui vont aller chercher des fermiers, qui vont leur demander de publier des choses, qui vont s'appuyer sur ce type de savoir. Et effectivement, qui vont ensuite tenter de produire une forme, qui est une forme à la fois réflexive et démocratique. C'est-à-dire une tentative de construction d'un savoir qui n'est pas ce savoir expert dont je parlais tout à l'heure, qui est celui des physiocrates, qui est un savoir dont le lecteur doit s'emparer. Et finalement, c'est une forme de consensus dans l'opinion, dans le public, que devra émerger la vérité, et que devra émerger des connaissances vraies. Ce ne sont pas les auteurs de la science du commerce qui diront le vrai. C'est d'autant plus étonnant que, celui même qu'on a concédé à la politique, qui doit être l'affaire de tous, on l'a refusé à l'économie. À quoi s'annexe la politique en disant c'est l'affaire de personne et que d'experts. Mais si la politique démocratique est à ce point annexée à l'économie, il faut parler aussi de la même manière de l'économie. Et dire avec Claude Boudet, je reprends des citations en fait d'une clarté qui se suffit à elle-même, il n'est pas besoin d'être savant pour se flatter de pouvoir fournir des enrichissements à l'économie. Et donc tous nous pouvons
où que nous soyons et qui que nous soyons, participer à ce débat. Alors je reviens parce que le temps file, mais en venir à la physique économique, et évidemment qui est aussi la partie la plus étonnante à découvrir, puisqu'elle rappelle d'abord que jusqu'en 1750, il y avait deux acceptions du terme, deux orthographes possibles de l'économie, économie telle qu'on l'écrit, et l'autre avec un O pour commencer, le E étant dans l'eau. Et puis progressivement, celle-ci a disparu au profit de la première, et qui rappelait évidemment l'étymologie grecque, et tout ce discours de l'économikos qui a été porté par Xénophon et par le pseudo-Aristote, qui a été toute une littérature qui consistait là à comprendre au fond l'économie comme un modèle de gestion et de gouvernance, d'abord appliqué à la sphère domestique. Economikos, c'est l'oikos, la maison, la maisonnée, et nomos, voilà, les lois de la maison. Donc c'était ça qu'il s'agissait au fond, de retrouver, peut-être par-delà la maison, s'interroger sur ce paradigme gestionnaire pour retrouver un ordre qui le dépasse. Aristote l'avait fait lui-même dans la Métaphysique, ce texte célèbre, où il compare finalement le monde à une maison. Donc cela en fait est repris par le XVIIIe siècle, qui va considérer au fond que l'économe, le véritable, ne doit pas s'intéresser simplement aux lois du marché, s'il y en a, au prix, mais d'abord à la nature, et qu'il est d'abord un économe de la nature. Alors évidemment, c'est toute une autre manière de penser l'homme, d'ailleurs toujours inscrit dans le siècle des Lumières, c'est-à-dire qu'il n'est plus maître et possesseur de la nature, de cette nature dont il est extérieur et qui peut asservir. Il est non pas un maître, mais un intendant, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il doit gérer cette nature dont il n'est qu'un élément. Donc ce qui, évidemment, conduit à rapprocher étroitement, d'un côté la physique et de l'autre l'économie. La connaissance de la nature et la connaissance des hommes dans la manière dont ils échangent leurs services et leurs biens. Donc c'est ça, au fond, d'abord ce qui était posé par l'économie, manière d'un sens voilà, de penser une économie particulière qui est l'économie des hommes, au sein d'une économie générale beaucoup plus large, qui est l'économie de la nature. Oui, absolument. Là encore, j'essaie de battre en brèche une autre téléologie. Cette autre téléologie, c'est l'idée selon